le cours de nos séances. Et j'ai le plaisir à présent de vous présenter l'exposé de mon collègue et ami Mathaï Mancas de la faculté polytechnique, qui va nous parler des travaux en matière de eye tracking à la faculté et peut-être de manière plus concrète de ce qu'il fait lui-même avec son équipe. Alors Mathaï, j'ai le plaisir de travailler avec lui depuis de longues années. Et tout récemment, j'ai reçu un doyen d'une faculté polytechnique, celle de Timișoara, qui m'a dit « Mais tu connais Mathaï Mancas ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Mais c'est un grand bonhomme, hein, Mathaï Mancas ?» Je lui ai dit « Oui, je sais ». Et donc Mathaï est connu à travers l'Europe, hein, pas seulement chez nous à Mons. Voilà Mathaï, tu auras tout le temps que tu veux, mais si tu sais respecter le timing, ce sera encore mieux. Merci. Je t'en prie. Effectivement, j'ai 1m92, donc on peut considérer que je fais partie des gens qui sont grands. Donc je vais vous présenter un peu le travail de l'équipe dans laquelle je suis, qui est l'équipe de Smart Space, ici dans l'Institut Numédiar. Donc on travaille sur l'attention dans tous ses états, si on veut. Il y a une partie prédiction, une partie analyse, et une partie comment finalement provoquer l'attention, comment motiver les gens en général. Et donc ici, je vais vous parler d'une partie de prédiction et d'analyse d'attention. Alors, vu ce qui s'est passé ce matin, j'ai aussi un slide très philosophique. C'est celui-là. Un peu pour expliquer l'idée de l'attention. Donc, dans la vie, on a parfois beaucoup de données. Hein, donc, ça nous permet de modéliser facilement ce qui se passe. On a plein de pots blancs. Ça, on le comprend très rapidement. Pourtant, il y a quelque chose qui gêne. Il y en a un qui n'est pas blanc et il est rouge et il a une direction différente. Donc, celui-là, il va nous attirer l'attention. Pourquoi? Parce que c'est différent du modèle qu'on a. C'est surprenant, c'est rare. C'est bizarre, on a l'impression que c'est une erreur. Après, j'ai mis en dessous deep learning et attention. C'est pas tout à fait vrai parce que évidemment l'attention est aussi attirée par des choses spécifiques qu'on peut très facilement apprendre, comme par exemple on a vu les visages, le texte et éventuellement certaines parties du corps, surtout quand elles ne sont pas habillées, comme on a vu dans certains exemples juste avant. Donc le deep learning peut être très, très important. Par contre, il ne faut pas oublier que finalement l'attention, c'est trouver l'erreur et que pour être un peu philosophique, finalement la créativité vient de cette erreur. D'accord ? Parce que si on se dit que génétiquement on a évolué, c'est bien parce qu'il y a eu des erreurs de recopie du génome, parce que sans erreur de recopie, on serait tous des cellules aujourd'hui sans qu'il y ait d'évolution. Donc finalement, s'il y a une évolution, s'il y a de la créativité, c'est parce qu'il y a des choses bizarres, des choses erronées, et donc c'est grâce à l'erreur que l'on progresse. Voilà, ça c'était le petit mot philosophique du matin, et donc du coup, nous on travaille pas mal sur l'étude de cette erreur, qui est l'attention. Alors, plus prosaïquement, en ce qui concerne l'attention visuelle, on a plein d'images tous les jours. Donc, on avait vu la quantité d'informations au niveau visuel qui nous arrive. Donc, on voit entre 1000 et 3000 visuels, je pense, en Europe. Je crois qu'aux États-Unis, c'est encore plus, surtout si on parle de communiqués publicitaires, etc. Et donc, là-dessus, il faut pouvoir choisir, il faut pouvoir être surpris, frappé, etc. par quelque chose. Alors, donc, quelque chose qu'on avait travaillé ici au cours de 2 thèses de doctorat. Donc, il y a la mienne il y a un certain temps, et celle de Nicolas qui est dans la salle, plus récente, sur un modèle qui finalement prend en compte à la fois la rareté globale, donc qu'est-ce qui est surprenant dans l'image, et le contraste local, donc la visibilité des objets. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du schéma, mais disons qu'on a une image, on extrait des caractéristiques,
On y calcule la rareté globale à plusieurs échelles, ce qui nous donne aussi le contraste local, et puis on fusionne tout ça dans ce qu'on appelle une carte de science, une carte qui va donner la probabilité pour chaque pixel d'attirer l'attention d'une personne. Voilà. Ici, c'est juste pour montrer la publication du modèle ici, Terrar 2012. Vous voyez qu'il commence à dater. On a quelques exemples de modélisation sur des images qui sont plus psychologiques, on va dire. Enfin, psychologiques au sens simple, qui sont utilisées dans des études en psychologie. D'accord, donc on a les images originales ici, par exemple, avec une, je ne sais pas à quel point on voit que c'est jaune, oui, ici, c'est très bien. Donc on voit qu'il y a un point jaune par rapport aux autres qui sont orange. Du coup, je suis en train de montrer chez moi, mais vous voyez pas. Je vais faire un pointeur laser, vous voyez. Sinon, j'en ai un ici. D'accord. Donc vous voyez ici une partie qui est différente, la couleur est différente du reste, là aussi. Et donc, ces points-là vont nous attirer plus l'attention, tout en n'étant pas complètement symétriques, comme vous voyez. Ici, c'est la direction qui va changer. D'accord, verticale et horizontale, donc c'est ça qui va ressortir. Et puis ici, on a un mix de différentes caractéristiques. Donc ici, à la fois direction et couleur. Donc vous voyez que si les deux sont congruents, donc la direction et la couleur sont différentes, chaque fois, on a vraiment un gros spot là-dessus. S'il n'y en a qu'un qui change, donc par exemple ici la couleur est différente, mais la direction pas spécialement, et ici la direction est différente, mais la couleur pas spécialement, on a toujours ces éléments-là qui sont les plus intéressants, mais il y a des distracteurs autour qui viennent montrer que il y a d'autres éléments qui attirent l'attention. Voilà, et donc là-dessus, on est parti aussi évidemment sur des images plus naturelles, sur plusieurs bases de données. Donc ici, on a une base de données d'un certain Bruce, d'un certain Koustra et d'un certain Lee, je pense. Ouais. Donc en haut, à chaque fois, c'est le eye tracking réel, obtenu avec un appareil d'eye tracking. Et en bas, c'est la carte de science, donc là où automatiquement, on pense que les gens risquent de regarder. Après, toute la question, c'est comment, est-ce que ces modèles sont bons ou pas? C'est là où la validation est intéressante. Donc, on a participé à une certaine époque dans des espèces de des benchmarks internationaux. Donc là, on a en haut un certain nombre de métriques où on compare ces cartes de science à l'eye tracking. D'accord. Et puis, ça c'est en 2016, donc on était deuxième sans learning, et puis cinquième avec learning. Entre-temps, il y a eu beaucoup de learning. Donc quand on dit learning, c'est deep learning de nos jours, qui sont arrivés et qui se sont intercalés là. Mais je pense qu'au niveau sans learning, on a dû rester au même endroit. Voilà, et donc là-dessus, on a fait une étude qui était vraiment intéressante sur les métriques, justement, donc avec Nicolas et Mathieu. L'idée, c'est que vous voyez qu'on a plein de métriques, et certaines métriques sont très proches les unes des autres. C'est-à-dire qu'ils vont toujours dire c'est le modèle A qui est meilleur que le modèle B, qui est meilleur que le modèle C. Et donc là, on s'est dit, si on utilise ces deux métriques en même temps, il n'y a pas vraiment de raison. Finalement, autant en utiliser qu'une seule. Donc l'idée ici, c'était de regarder la corrélation des différentes métriques. Et puis, donc à partir de ce type de corrélation, on a décidé que finalement prendre seulement 3 métriques bien choisies, donc une qui est dans cette zone-là, une peut-être qui est plus éloignée et une autre là, ça permettait d'être suffisamment descriptif, suffisamment valide au niveau des comparaisons avec l'eye tracking. Voilà, donc ça c'est la partie validation sur les images fixes. Ensuite, on a travaillé aussi, est-ce que c'est censé démarrer? Ça ne démarre pas, il faut que je repasse en mode quelque chose.
c'est censé être une vidéo. Ah. Ici, bon, de manière très innocente, on était en train de regarder à quel point la bouteille de Coca-Cola qui était posée dans un clip publicitaire qui n'a rien à voir avec, dans un film qui n'a rien à voir avec le Coca-Cola ici, spécialement, à quel point ce placement publicitaire est efficace ou pas. D'accord, c'est le côté obscur de la force, on va dire, si on reprend les termes qu'on a vus juste avant. Et donc au niveau de la vidéo, on a aussi travaillé sur des bases de données de vidéos parce que selon si la caméra bouge, selon s'il y a beaucoup d'objets en mouvement, s'il y a un seul objet en mouvement, etc., et on peut avoir des résultats qui sont très différents. Donc on a travaillé sur mettre une base de données assez exhaustive, on va dire, de tous les mouvements possibles. Et puis après, de pouvoir faire des comparaisons entre le eye tracking au milieu et puis un certain nombre de modèles d'attention visuelle vidéo d'une manière la plus égalitaire possible, sachant que certains mettaient des grosses zones rouges et d'autres des toutes petites zones rouges. Donc comment comparer finalement ces modèles-là entre eux. Voilà, c'est une autre étude. Puis après, on s'est posé la question du son. Est-ce que le son intervient dans les vidéos? Est-ce que c'est important? A priori, oui, sinon on ne mettrait pas de son dans les films. Ouais. Hop. Donc le son, c'est important. Au niveau du regard, donc là on avait séparé les vidéos en trois classes. Donc faut que je remette, pardon, le pointeur. Des personnes qui se parlent à droite, des paysages où il ne se passe pas grand-chose au milieu, et puis des scènes naturelles où il peut se passer des choses à gauche. D'accord. Et donc en regardant ça, évidemment on a vu, donc en vert vous avez, donc si vous regardez bien ici en dessous, en vert vous avez là où regardent les gens qui ont eu la vidéo et le son en même temps, et en rouge là où regardent les gens qui ont eu juste la vidéo mais sans le son. Il suffit de couper le son. Très facile. Voilà, donc si on tombe sur un paysage où il ne se passe pas grand-chose, à part des oiseaux qui chantent, ça ne change pas des masses, parce que finalement, les gens regardent tous un peu partout, il n'y a pas vraiment d'objet d'attention. Là où ça devient intéressant, c'est quand le son est congruent avec l'image. Donc, par exemple, sur la première image, quand l'espèce d'outil va écraser la voiture, on va entendre le bruit de la voiture écrasée, et donc là, les gens qui ont le bruit, ils vont regarder la voiture qui se fait écraser. D'accord ? Alors que les autres, ils peuvent aussi regarder ailleurs. Vous voyez, il y a plein de points rouges qui sont ailleurs. Et surtout, au niveau des discussions, donc là, il y a des gens qui parlent, forcément, la personne qui parle, là, a tiré à droite, donc la personne de droite parle. Les gens en vert sont surtout focalisés sur la personne à droite, puisqu'il y a le son qui va avec la voix. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu démontrer en dessous. Hop, et ensuite, du coup, on s'est posé la question de la mémoire. Est-ce que l'attention est liée à la mémoire? Alors, la mémoire, comment entrer là-dedans? Eh bien, il y avait une base de données qui avait été mise au point par des gens du MIT, où ils avaient montré 2222 images, chiffre magnifique, à des personnes, et ils leur avaient demandé de cliquer dès qu'ils le revoyaient, donc montrer plusieurs fois à un certain intervalle, et de recliquer sur un bouton dès qu'ils ont vu une image qu'ils avaient déjà vue avant. D'accord. Donc ils ont demandé ça à des gens sur Amazon Turk en les payant pas trop cher. Et ça leur a donné une base de données qui est très intéressante, qui a permis sur ces 2222 images de dire, tiens, il y a des images qui sont très mémorables, hein, c'est-à-dire qu'on va s'en rappeler facilement, des images très peu mémorables. Donc si je la revois, ça ne va pas forcément me faire tilt, et puis les images au milieu. Et donc on a essayé de regarder au niveau de la modélisation et aussi au niveau de l'eye tracking, ce que ça donnait là-dessus. Et donc, on a des exemples ici.
Ça, c'est un exemple d'image qui est plutôt mémorable. Donc, on est à 0,81 de mémorabilité, sachant que les meilleurs étaient proches de 1. On a un certain nombre de fixations ici. Une fois qu'on a la carte de fixation, on peut la flouter évidemment et avoir ces espèces de cartes qui permettent de savoir en majorité où les gens regardaient. Et puis après, si on analyse les fixations, on se rend compte que surtout pendant les premières fixations, ici et là, le temps de fixation est plus long sur les images qui sont les plus mémorables que sur les autres. Donc on regarde un peu plus les premières fixations sur les images dont on va se rappeler par la suite que les autres. Et il y a aussi la congruence qui est plus forte, c'est-à-dire que si tout le monde regarde, surtout dans les premières fixations au même endroit, ou si dans les premières fixations les gens regardent un peu partout, ce ne sera pas la même chose. Là où les gens regardent au même endroit, c'est qu'à cet endroit, il y a quelque chose de probablement intéressant qui va faire aussi qu'ils vont retenir cette image dans le temps. Donc, il y a tout un côté mémorabilité là-dessus. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire aussi là-dessus. Après, on s'est posé la question des interfaces en disant, tiens, est-ce qu'avec l'eye tracking, ça nous permet d'avoir des idées sur comment organiser des interfaces pour qu'elles soient optimales d'un point de vue vision. Et donc là, il y a eu pas mal d'expériences, j'en ai mis juste 2. On imagine, là c'est des vidéos en fait qui passent. On imagine qu'on a une matrice de 3 par 3 d'écran en vidéo, donc il y avait plusieurs types, 2 par 2, 3 par 3, etc. Et puis avec du même type de contenu, donc ici c'était des dessins vidéo, des dessins animés, mais de même type, avec le même type de mouvement, etc. Il ne faut pas qu'il y ait un écran qui attire plus l'attention que les autres. Et juste le fait de les mettre dans ce sens-là, on voit que c'est les écrans d'en haut et éventuellement du milieu qui s'est le plus regardé, alors que le contenu est typiquement plus ou moins le même dans tous les écrans. Donc l'arrangement est déjà important. Et puis après aussi, on a ici, donc on a regardé le temps le temps passé sur les différents écrans. Donc on voit dès que c'est orange plus foncé, on a passé plus de temps dessus que sur du rose clair. Et donc en fonction des différentes configurations des écrans, donc est-ce qu'on a un écran principal avec un écran secondaire, etc. On voit que la répartition est différente. Bon, on a couplé ça avec plein d'autres mesures, et par exemple des mesures de combien de temps il a fallu pour trouver tel ou tel écran, ou même des mesures subjectives en disant est-ce que vous avez aimé des structures un peu arbitraires, et finalement les gens n'aiment pas trop, ils aiment bien des choses un peu plus structurées, où on voit bien où sont placés les écrans et ils ne sont pas placés un peu n'importe où. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'intégrer l'eye tracking avec d'autres mesures. Donc ça c'est quelque chose d'important. Puis après on a regardé aussi le scroll de la souris. Et du coup, il y a quelque chose que on n'a pas vraiment besoin de prouver, mais qui était surtout à quantifier. Quand vous scrollez vers le haut ou vers le bas, un écran, forcément vous regardez vers l'endroit où vous scrollez, puisque si vous allez dans cette direction, c'est que vous avez envie de voir les choses qui sont dans la direction. Et puis donc là on montre qu'évidemment plus le scroll est rapide, plus vous regardez tout en haut de l'écran si vous scrollez vers le haut, tout en bas si vous scrollez vers le bas. Et si le scroll est plus lent, par contre, la zone qui est visualisée, c'est effectivement la direction, mais pas forcément que la ligne du bas. Donc ça peut être un peu plus large. Donc ça permet... On avait aussi regardé à quel point, sans dire aux gens qu'on traque la souris est un indicateur de la position de l'œil. Ce qui est pas évident, parce que c'est plutôt un indicateur sur la position sur Y, mais pas forcément sur X. Donc... on a fait des études de ce côté-là. Et enfin, il y a un côté, donc là je me demande si la vidéo va fonctionner, mais non, mais du coup c'est très dommage pour la suivante, ce qui est quand même bizarre. Je vais essayer de revenir Bon, là ça marche. Donc ici c'est pareil, de manière tout à fait innocente, on essaie de savoir où est-ce que les gens risquent de regarder dans le carrefour de Mons s'ils vont faire leurs courses.
Donc n'y voyez rien du côté obscur. On va dire que c'est de la recherche fondamentale. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont qu'on est en train de faire en ce moment sur des images 360 et éventuellement aussi sur le ScanPass, donc non seulement la carte de science, mais aussi quels sont les endroits qu'on va aller fixer de ce côté-là. Et éventuellement, ce qu'on regarde de plus en plus, c'est aussi dans un casque HTC Vive, où il y avait un monde dans Unity où il y avait éventuellement des publicités qu'on pouvait mettre. Et ça permet de suivre la tête de la personne et puis voir éventuellement où est-ce qu'elle regarde en cours de route. Hop, donc là, on va suivre la personne et la tête. Donc ça, c'est en utilisant des logiciels des sociétés existantes. Mais l'idée, c'est d'obtenir ce genre de choses par la suite chez soi. Donc ça c'est bien une tête. On n'y voit pas le corps. C'est une tête volante non identifiée. Et puis de la tête, on voit une espèce de vecteur qui va aller chercher les objets Unity avec lesquels ils sont en croisement. Voilà, donc là, hop, je vais peut-être juste vous montrer rapidement l'autre vidéo qui ne marchait pas. Hop. Ici. Donc là, c'est pas du tout pour Coca-Cola, c'est pour dire que voilà, la dame est enceinte. Et là, du coup, le monsieur, il n'y a pas de détection de visage, comme vous voyez là. Le monsieur est très heureux. Mais entre-temps, on a vu qu'il buvait du coca et donc quand on ira à midi acheter à manger, il y a plus de chances qu'on prenne du coca que du Pepsi. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Excellent. Est-ce qu'on peut poser quelques questions? Parce que je ne vous ai pas encore donné la parole. Hein. Je pensais qu'après l'exposé de M. Antoine Lu, nous ferions un petit débat. Je suis sûr que certains d'entre vous souhaitent s'exprimer. Donc n'hésitez pas s'il y a une question. Et en attendant que vous y réfléchissiez, moi j'en ai une petite. Je peux, en votre nom? Alors, cette dernière image que vous venez de nous montrer, à propos de la publicité, je la vois de plus en plus fréquemment à travers les réseaux sociaux où on voit un jeune homme, un beau garçon, qui est à la mer, à la plage, quelque chose de banal. Les images sont belles, mais c'est tout. Et puis, il prend une bouteille d'une boisson que je ne vais même pas mentionner ici, mais on a compris. Et ce type de démarche devient une forme de publicité parallèle à la publicité officielle. Parce qu'elle aurait une efficacité aussi forte que la publicité officielle, si pas plus forte. Est-ce qu'on pourrait en déduire une évolution sur ce plan-là et peut-être un jour l'adoption de ce type de publicité qui est assez manipulatrice, hein, c'est très néfaste, à mon avis, ce type de démarche. Oui, effectivement, même dans tous les films qu'on voit au cinéma, hein, pas forcément des choses qu'on voit à la télé, on a de plus en plus de placements publicitaires. Il suffit de voir des James Bond ou des films comme ça pour voir que, puis même Netflix, etc., ils ont tous des ordinateurs et puis il y a une pomme derrière. Et à côté, il y a un verre de quelque chose, et puis après, ils ont la montre, je ne sais quoi. Et bon, donc c'est plus oui, c'est effectivement, au niveau de la publicité, je suppose qu'ils se rendent compte de quelque chose qui arrive très souvent sur Internet, qui est le banner blindness, donc le fait de savoir que c'est une publicité et du coup de ne pas la regarder. Du coup, quand on fait du eye tracking, effectivement, on voit que les gens évitent la publicité. Donc j'avais vu des eye tracking avec même la pub au milieu de la page, donc là on ne peut pas la louper. Et pourtant les gens regardent autour. Alors, on se dit, c'est un peu bizarre. Mais cela dit, c'est pas parce qu'ils ne regardent pas qu'ils ne l'ont pas vu. Ça c'est aussi autre chose. C'est que quand
regarde un point, on a la fovea, donc le centre de l'œil qui va regarder un point, mais il y a aussi la parafovea, donc tout ce qui est autour, qui va voir autour. Donc il suffit, je pense, de 30% d'un objet dans la parafovea pour qu'on puisse reconnaître cet objet assez facilement là. Donc finalement, si la publicité est bien faite sur Internet, même si elle est sur le côté et que personne ne la regarde, si les choses sont suffisamment grandes et visibles, ça permet quand même d'influencer les gens. Mais il y a peut-être effectivement un mouvement au niveau de la publicité qui est de passer à de la publicité qui est un peu trop, voilà, le truc qui clignote de type Las Vegas, à quelque chose de plus discret qui permet, qui suit un peu une espèce de défiance des gens envers la publicité, et qui est finalement plus efficace et moins dérangeante finalement pour les gens. C'est le cas aussi sur le web où là on travaille avec une société qui va plutôt faire des skins, donc publicité qui est autour du site web, et qui essaie de démontrer que ce skin-là est plus efficace et moins intrusif et qu'éventuellement on peut enlever les pubs qui sont à l'intérieur pour éviter qu'il y en ait trop, et puis juste garder ce qu'il y a autour, et les gens, ce sera à la fin plus efficace parce que les gens viendront plus, et puis finalement achèteront tout autant, voire plus. Donc il y a une idée là-dessus de conversion, on va dire. Est-ce qu'on serait en train de réinventer la publicité subliminale? Ouf. Ça, parce que mettre ces publicités sur le côté, imaginer qu'elle va être aussi efficace que si c'était vraiment en plein écran, ça veut dire que quelque part, il compte sur la dimension psychologique de l'individu, dont les yeux vont quand même aller chercher l'information. Est-ce que c'est vraiment une publicité subliminale qui est en train d'être travaillée, développée, un peu corsée comme ça? Oui, après, je ne sais pas si c'est vraiment subliminal, oui, voilà. mais bon, on tend vers des choses qui sont moins évidentes. Après, il y a un côté, effectivement, on peut se dire, c'est un peu plus subversif, puisqu'au moins les gens, avant, ils savaient que c'était une pub, maintenant, ils ne savent pas forcément. Après, du coup, ça permet d'éliminer le trop-plein de publicité qui fait que les gens en ont un peu marre de voir de la publicité. Après, effectivement, ça pose aussi pas mal de questions aussi par rapport à l'eye tracking, parce que l'eye tracking, c'est quelque chose qui sait où on regarde. Mais du coup, voilà à quel point l'eye tracking, qui va nous donner le regard, peut nous dire aussi ce qui éventuellement est vu autour de ce regard, sans forcément être regardé. Donc là, c'est une problématique qui est intéressante aussi, à la fois du point de vue de la recherche et du point de vue industriel. Parce que voilà, on se rend compte que c'est pas parce qu'on ne regarde pas les pubs qu'on ne les voit pas, surtout si elles sont bien faites. Quoi. Mais effectivement, c'est peut-être un espèce de retour vers le côté subliminal, mais voilà, c'est un peu différent parce que là, on ne va pas vous flasher Ça reste de la manipulation. Il y a un côté, oui, effectivement. Monsieur Lu, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, effectivement, sur alors, donc, au niveau commercial, il y a un grand intérêt aujourd'hui, il y a des demandes sur ce qu'on appelle la mesure de l'attention. Donc la mesure de l'attention, du coup, c'est tout au long de la journée. Alors, faut pas non plus, j'ai volontairement introduit ma présentation avec la dystopie, mais aujourd'hui, heureusement, la législation nous cadre, ne nous permet pas d'avoir une mesure à l'insu du participant. Vous êtes obligé d'annoncer à une personne que vous êtes en train de la mesurer physiologiquement. Les mouvements oculaires font partie de ce type de mesure. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette donnée-là de manière justement commerciale. Après, vous savez, la frontière, vous mettez des limites. Le travail peut-être du publicitaire consiste à tenter de trouver les zones d'ombre. Ceci étant, il y a une possibilité, et donc pour ma part, en fait, au niveau de Tobii, on a vraiment une division qui s'attarde aujourd'hui à essayer de créer ce qu'on appelle un panel. Donc je pense que vous avez la même chose ici en Belgique sur la partie médiamétrie. Est-ce que vous connaissez cette société
en France, en fait, qui constitue un panel, donc avec les quotas qu'il faut, et ce panel, donc qui est rémunéré, donc qui se sait totalement mesurer les fameux sondages. Vous savez, tous les matins, telle chaîne a eu telle audience, en fait. Eh bien, en fait, il se trouve que ce type de mesure va probablement aussi s'étendre sur la partie eye tracking. Notamment en Suède, on a un projet pilote qui concerne une grosse centaine de foyers. Je vous parle ici de foyers qui acceptent d'être mesurés, je dirais quasi en continu, à partir du moment où le sujet se place devant l'écran. On parle ici d'un écran d'ordinateur dans ces cas-là, mais il est tout à fait possible de l'étendre sur un téléviseur et de se dire quelle est votre attention lorsque la publicité Intel passe, ou si vous regardez le James Bond en question, vous avez vu la pub de la boisson ou de la montre de superbe marque ou du véhicule, est-ce que je ne vais pas me précipiter spontanément sur le PC ou sur le téléphone portable et aller chercher la chose en question. Il y a un intérêt bien sûr commercial, mais je pense que bien sûr au niveau pour vous, au niveau recherche sociologique, il y a aussi une source d'information extrêmement intéressante. J'ai envie de vous dire que pour être un petit peu moins sombre que la partie dystopique, le fait même que vous le mentionnez est un point important, et je ne pense pas que nos étudiants, au moins sur cette génération-là, soient dupes de ces tentatives de manipulation. Peut-être que sur la génération qui vient, sur les pré-ados, voire même vraiment de la petite enfance, il y a un risque, puisqu'il n'y a plus de frontières entre la publicité qui est marquée et celle qui est vraiment poussée. Mais sur nos générations à nous, je dirais, on a cette capacité encore de lucidité à se dire, il n'y a pas, c'est une pub, c'est une pub, tu as voulu me le vendre. Mais voilà. Mais oui, il y a un grand intérêt aujourd'hui, commercialement parlant, à constituer des panels dits d'attention visuelle. Mais pour aller un peu plus loin, vous savez qu'on sait mesurer votre température corporelle avec une simple webcam. Et on sait mesurer votre température corporelle, et on sait mesurer aussi vos battements cardiaques. Parce que, avec ces nouvelles caméras, qui sont de très haute qualité maintenant, même pour quelques euros, on va mesurer la différence de couleur de votre peau, et donc du coup vos battements cardiaques. Donc, pour aller au-delà de l'eye tracking, et pour ne pas vous faire peur, et pourtant je suis sûr que je vous fais peur, c'est le but de vous faire peur, parce que si on sait, forcément on réagit. On peut mesurer beaucoup plus de choses, et puis il y a quelques années, on n'en a jamais parlé, mais les cookies en savent beaucoup plus qu'on veut le dire, hein. Les clics, les visites et autres. Hein. Donc on est dans une tendance, oui, de big data, pour ne pas le nommer. Je pense que notre société va s'adapter, j'en ai aucun doute. Très bien, merci. Une question de la salle? Ou bien Oui, monsieur Emmanuel. Bonjour. Vous voulez un micro? Oui. Vous avez parlé de la peur, oui, j'ai peur. Comme ça. Et en même temps, je vous fais confiance. La question est la suivante. Est-ce que nous avons déjà parlé de ce sujet? Et ce matin, Madame Guérin en parlait aussi. Donc, la relation entre eye tracking et l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet. On a au moins un article par jour à lire sur cette thématique. Oui. Et en même temps, c'est encourageant, c'est plein de promesses, c'est un peu comme ça. Alors, c'est une question, et elle s'adresse à qui? À M. Lu? À M. Mancas? Aux deux? Très bien, allez-y. Effectivement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que ça a changé au cours de l'histoire, c'est surtout le deep learning, donc l'apprentissage par réseau de neurones profonds, et pour en faire, il faut des bases de données. Dans le cas de l'attention, il faut des bases de données d'eye tracking. Et donc ça permet effectivement de se dire, par rapport à tel ou tel type de base de données précise, je peux modéliser, faire comme les autres personnes qui regardent.
Et donc, voilà, si je regarde plutôt une publicité, ou si je regarde plutôt une image de vacances, ou si je regarde plutôt une image de quelque chose d'autre, j'aurai un regard différent. Pour ça, il faudrait entraîner un modèle avec des bases de données différentes. Donc effectivement, les deux sont liés, en tout cas dans l'acceptation qui est celle d'aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Après, voilà, je suis un peu moins, j'ai un peu moins peur que Stephen Hawking sur le fait que l'intelligence artificielle va nous remplacer, comme ce qui était dit ce matin. Tout simplement parce que si je reviens sur mon slide philosophique, qui était ici, vous voyez que finalement tout ce qui est intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données, et il y a quand même des choses là qui sont rares, etc., qui peuvent pas être capturées facilement à partir des bases de données. Donc là, il y a déjà quelque chose que l'intelligence artificielle ne fera pas facilement. Il y a aussi le côté, finalement, l'intelligence artificielle est basée sur l'optimisation. Donc on a un réseau et puis à la fin on optimise. Or, souvent, pour être justement, quand je parlais de créativité ou de nouveauté, c'est finalement peut-être pas la solution optimale qui est la meilleure. Donc si quand on a construit les pyramides, on avait demandé à une intelligence artificielle est-ce qu'il faut porter des blocs de je ne sais pas combien de tonnes pour construire des pyramides pour que le pharaon puisse accéder au ciel, c'est pas très optimisé, quoi, parce que là, les gars ils sont en train de mourir pour pousser des pierres pour faire une pyramide. Donc d'un point de vue optimal, c'est très sous-optimal. Pourtant, c'est ça qui nous est resté des milliers d'années après, et ça a un peu tourné une page de l'histoire. Donc quand on prend un bateau pour aller en Amérique, c'est pareil. Si on demande à une intelligence artificielle qui va tenter de faire de l'optimisation, est-ce que c'est bien que je me lance sur un océan, on ne sait pas s'il finit, je ne sais pas si je vais arriver quelque part, il va dire non, fais plutôt le tour d'ici où on connaît, et puis tu feras plein d'argent, et puis ce sera meilleur pour toi. Voilà, et pourtant il y en a qui se sont lancés et puis ils ont découvert l'Amérique. Donc il y a tout ce côté du sous-optimal, finalement, du fait de croire en quelque chose dont la probabilité est faible, qui est pour l'instant qui n'existe pas dans les réseaux actuels, quoi. Donc finalement, les réseaux de neurones profonds n'ont pas la foi, si on veut, et pourtant c'est ça qui construit des montagnes, quoi. Donc il y a ce côté de créativité, de changement radical qui vient de la sous-optimalité qui n'est pas intégrée pour l'instant dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pour ça que j'ai repris le slide philosophique. Donc pour ça, j'ai un peu moins peur, parce que pour l'instant, les machines essaient de faire au mieux, et le mieux n'est pas forcément toujours le bon. Le bon. Ouais. Très bien. Salut. Je vais aussi faire philosophique. Vous l'avez peut-être vu dans mon écran de fond tout à l'heure. On ne voit bien qu'avec l'eye tracker, le reste est invisible pour les yeux. C'est un autre Antoine beaucoup plus illustre que j'ai détourné de Saint-Exupéry. C'est une boutade, mais je vais vous citer peut-être un ou deux projets qui sont en cours avec l'eye tracking. Le premier concerne les voitures autonomes, sur lesquelles en fait il y a beaucoup de travaux sur cette fameuse polémique vous savez, cette voiture qui a pris le choix, enfin il y a eu un accident mortel, donc soit d'épargner la vie des passagers au détriment des piétons. Comment est-ce qu'on raisonne, qu'est-ce qu'on regarde? Et donc au-delà de la partie éthique, moralité, sociologique, il y a effectivement aussi cette prise d'information visuelle. Donc on travaille notamment aujourd'hui avec le centre de recherche, alors anciennement INRETS en France, donc basé à Bron ou à Paris, sur la sécurité routière, et aujourd'hui qui va s'appeler IFSTAR, donc sur l'alimentation justement de ces modèles d'intelligence artificielle par apprentissage en réseaux neuronaux, en mesurant dans différentes conditions comment est-ce que l'être humain, la partie intelligence, va pouvoir essayer d'alimenter des modèles justement pour pouvoir
conduire et se conduire. Donc ça, c'est la première chose. Là. La deuxième chose, c'est par rapport à la voiture autonome. À un moment donné, lorsqu'il y a une décision à prendre, et c'est aujourd'hui légalement ce qui se passe, c'est tout le conducteur, donc la personne physique qui a contracté l'assurance, qui est pénalement, ou en tout cas qui est assurée. Et donc il s'agit de redonner le volant, en tout cas la commande, à mon participant lorsque cette décision doit être prise. Or, il se trouve que justement, l'intérêt de la voiture autonome, c'est qu'on puisse faire autre chose. Parce que s'il faut juste être en train de regarder la route, déjà, c'est particulièrement ennuyeux. Moi, le premier, je peux vous le dire, si j'ai pas les mains au volant et que je suis assis à côté, la première chose que je fais, c'est que je m'endors. Moi, je pense qu'on a tous fait l'expérience par rapport à ça, en copilote, copilote dormant. Or, il se trouve que là, vous êtes au siège du pilote et qu'on va vous redonner la main pour que vous preniez une décision au dernier moment. Est-ce que vous êtes en attention? Est-ce que vous êtes en capacité de prendre cette information? Et c'est là qu'à nouveau, l'eye tracking peut avoir un intérêt parce que est-ce que je vais quand même laisser la main à la machine parce que je m'aperçois que mon gars, là, qui aurait dû être au volant, enfin en tout cas en attention, il était en train de lire ou quelque action que ce soit qui cognitivement est vraiment très très loin d'une prise de décision. Voilà. Donc il y a vraiment un aspect, bien sûr, alimentation des modèles, et puis un aspect qui est vraiment technologique, où on va aller compléter différents arsenaux et inclure l'humain. Inclure l'humain, je pense que c'est le mot-clé. Dans l'intelligence artificielle, il y a d'abord intelligence et il y a inclusion. On est sollicité au niveau constructeur d'eye tracking sur ces deux sujets, sur la recherche et sur la partie automobile, où vraiment on nous dit est-ce que vous pouvez miniaturiser ces capteurs afin que ce soit mis en tableau de bord, justement pour pouvoir aller à nouveau compléter tout l'arsenal de capteurs et vraiment prendre une décision intelligente et intelligible.